Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce troisième Lab Tourisme. Nous allons essayer de comprendre comment les acteurs se réorganisent dans ce secteur du tourisme ô combien important pour notre économie régionale. Les acteurs se transforment parce qu'il y a une période de crise, il faut se réorganiser. Et donc, avec nos partenaires qui sont réunis autour de nous, avec Stéphane Rossignol, le maire de la Grande Motte, et Jean Pinard, le patron du CRTL, le comité régional du tourisme et du loisir, nous allons tenter de savoir comment cette saison peut se réorganiser avec les affres de la crise. L'accueil du Lab Tourisme, c'était en octobre avec Jean-Baptiste Lemoine. Nous avons organisé avec Yannick Pauvillon un Lab Tourisme spécial neige. Et aujourd'hui, on essaye de savoir comment les professionnels vont anticiper la saison. Parce que la saison de ski, on sait, c'est derrière nous. Il y a une saison estivale à préparer et ces acteurs sont sur le pied de guerre pour se réorganiser. Yannick, vous nous présentez nos partenaires et nos invités aujourd'hui. Oui, nous avons donc décidé d'inviter quatre intervenants. On va commencer par Éléonore Dallène. Vous êtes responsable de la superbe abbaye de Valmagne et présidente des sites d'exception du Languedoc. Nous avons en visioconférence Jean Pinard, donc vous l'avez dit, le directeur général du comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Nous avons autour de la table également Philippe Robert, propriétaire du camping de Vias et président régional de la Fédération d'hôtellerie de plein air, la FHPA, et monsieur le maire, Stéphane Rossignol, monsieur le maire de la Grande Motte, président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Merci Yannick. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est bon de faire un tout petit retour arrière. On l'a vu, les vacances de février se sont passées. Malheureusement, toutes les stations de ski ont été fermées. Elles le seront durant toute la saison. Mais nous avons constaté qu'un certain nombre de secteurs, notamment le littoral, Stéphane Rossignol nous en parlera tout à l'heure, a connu une influence majeure. Et donc, il va falloir aussi anticiper sur les prochaines vacances. Et donc, comment, à la campagne, sur le littoral, on compense l'absence des remontées mécaniques, parce qu'on a bien vu, et je discutais encore dernièrement avec Carole Delga, elle nous disait que pour les remontées mécaniques, pour l'Occitanie, c'était moins 250 millions d'euros. Donc comment on se réorganise, Yannick ? Alors, on peut déjà commencer à demander à Jean Pinard, le directeur du CRTL, de nous dire est-ce que vous vous attendiez à une telle fréquentation durant les vacances de février. Donc, c'est 4 semaines, 2 semaines qui ont concerné nos lycéens, nos collégiens, qui étaient en vacances. Et on a vu effectivement pas mal de monde dans les stations de ski, sur le littoral, à la montagne. On a vu le milieu locatif qui a bien fonctionné. Est-ce que vous vous attendiez à une telle affluence pour ces vacances, Monsieur Pinard ? Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais essayer de pas vous inonder de chiffres, mais j'aurais qu'on donne quelques repères pour savoir de quoi on parle. La fréquentation sur les 4 semaines de vacances dites d'hiver en Occitanie, c'est 8% de la fréquentation annuelle. Donc c'est beaucoup, mais il faut aussi le relativiser par rapport à ce qui se passe tout le reste de l'année. 8%, c'est à relativiser par rapport à ce qu'on peut avoir en zone pure de montagne, parce que là je parlais de l'Occitanie, en zone pure de montagne, la fréquentation de ces 4 semaines, c'est 38%. Donc vous l'avez dit, il y a des choses qui sont positives, il y en a qui sont moins positives. On va commencer par le positif. Le positif, c'est que il y a une fréquentation sur ces vacances d'hiver qui ne s'est pas concentrée sur la montagne, avec une augmentation de la fréquentation sur le littoral qui a été évaluée à plus de 12%, donc c'est pas rien. Une augmentation sur l'espace de la campagne qui augmente de plus 5%. La difficulté, effectivement, elle se concentre en montagne, mais elle se concentre en montagne surtout sur les stations de ski et surtout sur les stations de ski alpines, en opposition aux stations de ski plutôt, on va dire, pleine nature et plutôt nordiques. Alors, les moins 250 millions, c'est vrai, c'est la baisse d'activité des montées mécaniques, mais en face, il y a l'activité d'hébergement touristique avec des taux d'occupation qui sont pas si mauvais que ça pour le locatif, mais très mauvais pour le reste de la station parce que ben, voilà, tout n'était pas ouvert. Alors, une question peut-être à Monsieur le maire, Stéphane Rossignol. Est-ce que on a vu qu'il y avait beaucoup de monde sur la station. Est-ce que vous vous attendiez à une telle fréquentation ?
il est vrai que pour les stations littorales, le mois de février n'est pas une période où on accueille en général beaucoup de vacanciers. On s'attendait, en effet, en raison de la fermeture de certaines stations, des remontées mécaniques, d'avoir des visiteurs, mais on ne s'attendait pas effectivement à une telle arrivée, ce qui nous a valu d'ailleurs une remontée du taux d'incidence de Covid, avec des taux de positivité auxquels on n'était plus habitué, on était assez bas. Mais en tout cas, pendant cette période de vacances scolaires, la station, la ville de la Grande Motte, a vu arriver des touristes qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et malgré tout, 6 hôtels sur 12 que compte la station étaient ouverts, dont les 2 plus gros, le Mercure et le Novotel. Et les taux de remplissage étaient particulièrement satisfaisants. Les locations également. Et il suffisait de se promener sur le front de mer, malgré une météo qui était plutôt maussade, pour voir ce public. Donc aujourd'hui, en effet, on peut être satisfait en tout cas de ce retour sur le mois de février. On espère que pour Pâques, ça se confirmera. Alors, est-ce que vous aviez pu anticiper? Est-ce que vous aviez pu vous préparer à parce que c'était annoncé, cette affluence? Oui, c'était annoncé. C'est pour ça que les grands hôtels avaient prévu d'être ouverts, d'avoir du personnel pour pouvoir accueillir ces visiteurs. Donc, malheureusement, on le sait, tout ce qui relève des cafés, restaurants n'était pas ouvert. La vente à emporter a très bien fonctionné. Les commerces alimentaires de bouche ont très bien travaillé avec ceux qui font une partie traiteur. Donc le commerce, au mois de février, a connu des retombées qu'on n'a pas en temps habituel. La plupart, Madame Dallène, la plupart des sites du littoral avaient pu anticiper. Je crois que l'abbaye de Valmagne était fermée. La plupart des sites d'exception n'étaient pas encore ouverts parce que le mois de février n'est pas la saison propice. Oui. Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez les choses différemment? Non, je ne crois pas. Je crois qu'en fait, alors nous, on a eu du monde puisqu'on a des extérieurs à Valmagne, donc les gens sont venus pour profiter des extérieurs parce que je crois qu'ils avaient envie de sortir un peu des villes, pardon. Et du coup, ils sont venus découvrir un peu les extérieurs. Après, je crois que février, pour les sites touristiques à proprement parler, c'est pas forcément jamais une grosse saison puisque justement les gens vont à la neige. Donc nous, on se retrouve plutôt sur des grosses saisons, sur les vacances de Pâques. Je voudrais une petite précision pour qu'on soit très bien clair. Les sites d'exception, vous pouvez nous rappeler ce que ça comporte et combien et qu'est-ce qu'on va pouvoir... Parce que peut-être que pour Pâques, vous allez les ouvrir. Oui, alors, bien sûr. C'est quoi les sites d'exception, puisque vous en êtes une des responsables? Oui, alors les sites d'exception, c'est un réseau qui a été monté il y a 10 ans pour créer un maillage entre les sites à la base de l'Hérault et qu'on a maintenant ouvert sur 4 départements, donc le Gard, l'Aveyron, le sud de Lozère et l'Hérault. Et en fait, on se renvoie des visiteurs de site en site. Combien de sites alors? Alors, il y en a 27 aujourd'hui, qui sont éparpillés sur ces 4 départements. Et bonne nouvelle, à Pâques, ils seront ouverts. J'espère. Très bien. Yannick? Monsieur Robert, le camping n'est traditionnellement pas ouvert au mois de février. Sur le littoral héroltais, à Vias, en sachant le monde qui allait arriver, on l'a vu sur le littoral héroltais, à Palavas, il y avait beaucoup de monde, à la Grande Motte, il y avait beaucoup de monde, à Carnot. Est-ce que vous auriez pu rouvrir votre camping de face un petit peu en avance pour répondre à cette demande de gens qui ont voulu absolument s'aérer? Alors, février, c'est une activité très marginale dans l'hôtellerie de plein air, même si ça existe un peu sur le territoire Occitanie, notamment avec ceux qui travaillent avec les stations de ski et qui finalement, comme ça a été dit, s'en sont plutôt bien tirés par rapport à ce qu'on craignait. Mais sur la bande littorale, non, tous les établissements sont fermés et on n'a pas la possibilité d'ouvrir pour différentes raisons. D'abord, souvent, parce que pour des raisons administratives, parce que nous n'avons pas l'autorisation, nous sommes souvent quasiment partout en zone inondable. Vous auriez pu la demander? Non, en zone inondable, c'est pas possible. Et en plus de ça, on a des structures qui souvent ne nous permettent pas d'accueillir des personnes quand il fait froid, parce qu'il faut des salles qui soient adaptées à ça, et on ne l'a pas. Et nos hébergements locatifs, souvent, ne sont pas conçus pour ça. Et donc, c'est très compliqué. Non, c'est pas. Et puis aussi, l'hiver, c'est pour nous une période où nous faisons des travaux, on est obligé de tout remettre en état. Il nous faut obligatoirement une période de fermeture et on ne peut pas s'adapter à ça. Alors, Pâques, c'est la même question. Pâques... est mi-avril pour les vacances, je crois que c'est à partir du 17 avril jusqu'à début mai.
Est-ce que là, vous allez ouvrir et est-ce que vous avez pris des dispositions particulières pour connaître peut-être un afflux, parce que là aussi, il y a les vacances de ski, il y a des gens qui continuent notamment à aller dans les Alpes. Ils n'iront pas dans les Alpes, ils iront peut-être en Occitanie. Alors Pâques, c'est totalement différent. C'est effectivement, pour nous, ça marque le départ de notre saison généralement et on arrive à avoir une très bonne activité touristique sur cette période-là. Cette année, c'était bien engagé. On avait des réservations sur Pâques qui étaient bonnes. Malheureusement, ça s'est annulé, notamment avec les Belges et les Allemands, parce qu'ils ont le droit de venir encore, mais ils ont des recommandations très fortes de ne pas se déplacer. Donc, ils ont annulé là, le démarrage des vacances pour les ouvertures de fin mars, début avril. En revanche, ce qui prouve bien qu'on est encore quand même très, très attractif, notamment les Allemands qui ont des vacances à partir du 22 mai, là, sont présents, les réservations sont très fortes. Mais pas qu'on va être encore cette fois-ci obligé de travailler avec une clientèle de proximité. Yannick. Monsieur le maire, vous vous êtes préparé pour les vacances de février. J'imagine que la Grande Motte sera prête pour les vacances de Pâques. On s'y prépare, mais avec malheureusement aucune visibilité. Aucune visibilité comme l'été dernier. On s'en rappelle, l'été dernier, quelques jours avant le début des vacances d'été, de juillet-août, on n'avait aucune réservation quasiment. Tout est arrivé immédiatement et on a vu la saison que nous avons connue l'été 2020, une saison assez exceptionnelle, il faut bien le dire, qui a permis, heureusement d'ailleurs, à tous les professionnels d'avoir une bouffée d'oxygène. Sans cela, beaucoup n'auraient pas survécu. Et on sait qu'aujourd'hui, la difficulté pour beaucoup de ces professionnels. Donc, bien entendu que nous nous y préparons. C'est dans un mois quasiment, les vacances de Pâques. Les professionnels sont là, les hôtels qui n'avaient pas ouvert se préparent à ouvrir, mais sans savoir précisément le public que nous allons accueillir. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que nous avons déjà des réservations pour le mois de juillet, ce qui, en temps habituel, n'était pas le cas. Donc, et en particulier, Robert parlait des étrangers, ce qui est assez étonnant, beaucoup de réservations venant de l'Allemagne. Donc ça, c'est un phénomène nouveau, ce qui même en temps normal n'est pas habituel, c'est de voir qu'au mois de mars, il y a déjà des réservations venant notamment de l'Allemagne, de France aussi bien sûr, mais pour le mois de juillet. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens attendent il y a une frénésie, on attend de repartir en vacances, de se dire on aura certainement d'ici là, les restaurants, les bars seront ouverts, on pourra profiter du littoral. Et je crois qu'on peut s'attendre, notamment cet été, à un afflux très important à nouveau sur le littoral. Alors Yannick, quand vous avez préparé ce lab, vous avez sorti un chiffre qui m'a absolument étonné. Vous avez parlé de 74% du trafic international qui avait chuté. Comment récupérer aussi ce trafic international du fait aussi peut-être des aéroports qui ont été atones, mais aussi de ce trafic par rapport aux frontières qui étaient plus ou moins fermées avec les différents pays européens. Comment récupérer ? Alors, bonne nouvelle, on a des Allemands qui peuvent peut-être pas aller en Espagne et qui peuvent peut-être s'arrêter un peu plus ici. Mais qui ne vont pas nécessairement venir en avion pour le coup, parce que le trafic international, l'aviation reste quand même très 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 impacté, même si ça repart tout doucement. Est-ce que quand on apprend d'une crise, et effectivement, parce qu'on se pose, tout le monde s'est posé, tout le monde a réfléchi, vous-même vous êtes des professionnels, et vous avez dit comment récupérer. Est-ce que c'est un des aspects sur lequel vous misez, savoir aller taper à l'international pour dire ici, on a réfléchi, on accueille, sanitairement c'est au top, on a des hébergements, est-ce qu'on a des sites et on a des possibilités de plein air? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez tout le temps en tête? Monsieur Robert. Alors, l'année dernière, on avait bien compris qu'on s'appuierait sur la clientèle de proximité. C'est ce qui s'est passé puisque la clientèle étrangère est quasiment pas venue. Cette année, on a bien compris, par contre, qu'on pouvait l'avoir, comme l'a dit M. Rossignol tout à l'heure, mais on va quand même asseoir notre projet de la saison 2021 sur une clientèle de proximité parce qu'on a bien compris que tout pouvait arriver. On ne peut pas être maître de la situation sanitaire internationale. Mais on va aller chercher, contrairement à l'année dernière, des marchés étrangers, notamment allemands, hollandais, qui sont quand même dans notre région, qui ont l'habitude de venir. Et on va aller les chercher. Je sais que que ce soit le CRT, que ce soit les différents ADT, sont prêts pour aller déclencher des opérations marketing sur ces marchés-là. Et on les attend. Il faut qu'on soit prêt en tout cas.
Madame Dallène, que finalement nous apprend cette crise sanitaire en tant que professionnel, en tant que ce site d'accueil qui est magnifique. Qu'est-ce que vous avez appris pour les échéances à venir? Alors, la première chose, qu'effectivement, les étrangers sont très importants. Parce qu'en fait, c'est une part beaucoup plus importante que ce qu'on pensait de notre clientèle. Aussi qu'elle est sur une période qui n'est pas tout à fait la même que la clientèle de proximité, à savoir les étrangers, en tout cas pour Valmagne et plusieurs sites, plutôt juillet-septembre. Par contre, en août, on reste sur la clientèle française. D'où l'afflux énorme que je crois que presque tous les sites ont eu au mois d'août en 2020. Donc, aller chercher effectivement les étrangers, mais sur les bonnes périodes aussi. Je pense que c'est ça qui est important et qui est intéressant. Et donc, en tout cas, moi, certainement, j'ai prévu une communication autour de ça pour notamment les Belges et les Allemands. Monsieur Pinard, peut-être même question pour vous et d'un point de vue peut-être plus global pour l'institution que vous dirigez. Alors, d'abord, vous donnez le chiffre de fréquentation, enfin la part de marché des étrangers sur l'ensemble des nuitées touristiques en Occitanie, c'est environ 30%. Donc, c'est pas négligeable, mais comme vient de dire Madame Dallène, ce qui est intéressant dans cette fréquentation, c'est qu'on a une répartition qui n'est pas tout à fait la même que celle de la clientèle française. On a plus d'étrangers au mois de juillet, on en a plus au mois de septembre, donc ça permet un étalement plus intéressant. En 2020, la baisse de la fréquentation étrangère, c'est moins 70%. Moi, personnellement, je suis très sceptique sur la capacité qu'aura la destination France et dans la destination France, l'Occitanie, à faire revenir dès cette année des clientèles étrangères. Je ne sais pas quelles seront les contraintes sanitaires, je ne sais pas ce qu'il en sera des passeports sanitaires, parce que s'il faut un passeport sanitaire pour monter dans un avion ou pour venir dans un restaurant, j'ai bien peur que la contrainte l'emporte sur le plaisir et que ces clientèles-là fassent encore beaucoup défaut. Donc on est confronté à un choix pas facile, qui est celui de savoir si on engage ou pas des moyens pour aller chercher des clientèles internationales, ou alors si on prend le pari que vaut mieux se concentrer sur les clientèles nationales et régionales. Je vous donne quand même un chiffre qui est important. 52% des habitants d'Occitanie déclarent passer leurs vacances principales, donc leurs vacances d'été en Occitanie. Donc moi je suis assez prudent entre mettre beaucoup d'argent sur les marchés européens et en mettre peut-être un petit peu plus auprès des habitants, les encourager à plus consommer. Je pense qu'on a sauvé la saison 2020 grâce à cette consommation, on va dire, intra-régionale. Alors pour autant, on est prêt, on a un budget, je vous donne le chiffre, de 600 000 € aux côtés d'Atout France sur les marchés européens, mais pour l'instant, nous n'avons strictement rien engagé et on reste très très prudent parce que ça reste de l'argent public et on n'est pas très favorable à s'engager tout de suite. Monsieur le maire, est-ce que vous allez chercher une clientèle étrangère ou est-ce que vous allez plutôt vous focaliser sur une clientèle de proximité? Non, je crois que Jean Pinard a totalement raison. Hein. On a sauvé la saison 2020, je le disais tout à l'heure, grâce à cette clientèle française, mais surtout de proximité, qui d'habitude partait à l'étranger. Cette clientèle de proximité est venue. On l'a vu, des appartements qui normalement étaient loués ont été occupés par les propriétaires qui ne sont pas partis. Et donc cet été, il faut compter, comme le disait M. Robert, sur cette clientèle de proximité à nouveau. La cerise sur le gâteau, ce sera effectivement si nous avons des Européens qui viennent. Mais, et on peut féliciter le CRTL avec Jean Pinard, parce qu'à l'initiative de certains offices du tourisme, dont celui de la Grande Motte, et avec le CRTL, nous avons entrepris déjà des campagnes de communication sur la côte d'Occitanie, avec la nécessité en France de faire connaître. On a vu des clips vidéo extrêmement bien faits sur les chaînes de télé qui vendent la destination occitanienne. Donc je crois qu'il va falloir beaucoup s'appuyer sur cette clientèle-là. Et le surplus, ce sera effectivement en fonction des conditions sanitaires, cette clientèle étrangère et notamment européenne que nous avons l'habitude aussi d'accueillir, notamment dans les campings, l'hôtellerie de plein air, qui pourra venir cet été. Monsieur Robert, peut-être un avis sur ce point, parce qu'on sait qu'effectivement, en hôtellerie de plein air, vous accueillez une destination qui est généralement extérieure à l'Occitanie. Oui, absolument. Et je reviens sur les propos de Jean Pinard que je partage et je comprends sa position, c'est sûr. Simplement, je veux redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment être attentif à ce qui se passe et notamment, je vous l'ai dit, avec les Allemands qui ont leurs vacances le 22 mai et tous mes collègues m'alertent là-dessus et moi le premier, nous sommes quasiment compris en réservation pour les Allemands. Alors, ça ne veut peut-être pas dire qu'on va arriver à les conserver parce que si la situation sanitaire ne s'améliore pas, peut-être qu'ils vont
annulés au dernier moment. Mais il faut quand même pouvoir être réactif par rapport à ça. Ça veut bien dire au moins que la volonté y est et au moins qu'ils veulent venir en Occitanie. Donc il ne faudrait pas qu'on se fasse dépasser au dernier moment par l'Espagne ou par quelqu'un d'autre. Donc je pense que la position de Jean Pinard est bonne, c'est de dire il faut être attentif, il faut savoir, il faut être réactif. Bien sûr qu'il ne faut pas faire un chèque en blanc parce que rien n'est garanti. Alors, chèque en blanc, Jean Pinard, j'ai justement une question. Vous avez dit que vous aviez pratiquement 600 000 euros prêts à être investis sur les marchés étrangers. C'est beaucoup d'argent. Quand vous entendez ces chiffres, de vous dire au 22 mai, les Allemands sont peut-être là à venir. Est-ce que vous vous dites pas on va déclencher peut-être rapidement et du reste, ou est-ce que vous attendez finalement que la crise sanitaire s'améliore dans les différents pays dans les quelques semaines, quelques mois, mais ça sera peut-être trop tard aussi? D'abord, nous, on n'est pas tout seul dans cette action. J'ai envie de dire, pour une fois, l'ensemble des comités régionaux touristes de France se sont regroupés autour d'Atout France pour engager une action collective. Donc ça, je le salue. Et je salue aussi le fait qu'en Occitanie, cette vision coopérative en termes de marketing et de communication, Monsieur Rossignol y a fait référence par rapport à ce qu'on a fait l'an dernier, prévaut aujourd'hui. Je pense que c'est important de montrer que les acteurs institutionnels, eh bien, ils font l'effort de travailler ensemble parce que je pense qu'on a un devoir moral vis-à-vis des hôteliers, vis-à-vis des prestataires d'activités, de jouer collectif. L'an dernier, quand à l'initiative de l'Office du tourisme de la Grande Motte, l'ensemble des directeurs des stations du littoral se réunissent, on est au mois de juin, on a un retard de 40% dans les réservations des hôtels sur l'ensemble du littoral. On se met tous ensemble, on engage une action, alors plutôt sur la clientèle nationale et régionale, et on fait en sorte que cette action est un objectif, alors le terme est un peu technique, conversionnel. C'est-à-dire qu'on fait de la com, mais on dit, voilà, c'est beau chez nous, mais surtout réservé chez nous. On part de 40% de déficit début juin, et on arrive à plus 1,7% de fréquentation à la fin du mois de septembre. Voilà. Moi, je suis pour une vision très pragmatique, et surtout, je suis pour une capacité de réactivité très forte par rapport aux mesures du gouvernement, parce que pour l'instant, je crois que tout le monde l'a dit, on n'y voit pas clair. Moi, je ne veux rien engager aujourd'hui parce que ça ne sert strictement à rien, et je veux surtout ne pas répéter les erreurs qui ont été faites, alors je dis plutôt par les autres destinations. Nous ne ferons pas de communication à la télé, dans le couloir du métro. Nous voulons une communication ultra personnalisée. Nous voulons cibler les gens que nous souhaitons faire venir, mais nous voulons surtout que l'action que nous engageons soit conversionnelle. C'est-à-dire que si on va vers les Allemands, bah voilà, c'est pour faire en sorte qu'ils réservent des campings et des hôtels dès le moment où ils pourront venir chez nous. Je pense qu'il y a un vrai changement de cap aujourd'hui dans la manière d'appréhender la promotion d'une destination comme l'Occitanie. Madame Dallène, justement, comment on gère cette incertitude qui pèse, qui fait que d'un jour sur l'autre, parfois, la situation sanitaire évolue dans un sens ou dans l'autre. Comment vous faites en tant que professionnel pour faire avec ces aléas? Pour les sites, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas de système de réservation mis en place puisqu'on est un site touristique. Donc du coup, on ne sait pas à l'avance qui on va recevoir et combien on va recevoir. On ne peut pas se baser sur des réservations dans le futur. Et en termes de recrutement de personnel, là, c'est très difficile pour les sites, pour tout le monde, mais pour les sites particulièrement. Parce que est-ce qu'on recrute maintenant en prenant le risque que du coup, on puisse pas on soit obligé de les remettre au chômage partiel? Est-ce qu'on ne recrute pas? Bref. Donc, on fait des plannings. Moi, je les fais des plannings à tous les 15 jours. Donc, à 15 jours, je suis obligée de changer mes plannings et de les adapter en fonction de ce que dit le gouvernement. C'est pas facile, mais on fait avec. Même question à Monsieur Robert. Oui, on est dans la même problématique, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en termes de visibilité, on n'a rien du tout et on s'adapte. Et même chose, c'est très difficile de recruter maintenant pour nos équipes, d'autant qu'on ne sait pas, nous, dans l'hôtellerie de plein air, nous avons aussi des restaurants, des bars, on ne sait pas ce que ça va donner, donc c'est très difficile de s'engager sur du recrutement. Oui, c'est pareil, c'est à 15 jours. Stéphane Rossignol, on parlait de la crise sanitaire. La question est simple, elle est courte. Est-ce que vous pensez que le gouvernement fait les bonnes choses en ce moment? Je crois qu'il faut être honnête. On ne sait pas, on aurait été à la place de ce gouvernement, comment on aurait agi. Simplement, là où le bas blesse, je dirais là où ça a pêché, c'est souvent des atermoiements, des incohérences dans la parole de ministres qui se contredisaient l'un l'autre. On a laissé longtemps le fameux conseil scientifique régenter cette crise. Le politique a repris la main.
Et on peut effectivement saluer le fait que le président Macron n'ait pas suivi les directives du Conseil scientifique. Mais on comprend que nos concitoyens aujourd'hui se posent des questions. On va à Paris dans le métro, il y a la foule. On va faire ses courses dans les hypermarchés, il y a la foule. Et je suis pas contre le fait que les hypermarchés soient ouverts, mais d'autres pays européens s'adaptent, ont trouvé des solutions de manière à ce que les restaurants puissent fonctionner à 30% de leur effectif sur les terrasses. Et c'est ce que je reproche, c'est qu'on n'essaie pas. Alors maintenant, on permet à des entreprises de pouvoir faire manger leur personnel, mais vous imaginez les mois qui passent pour des professionnels. Et on l'évoquait, si cet été, nous avons du monde, moi, ma crainte, c'est qu'on n'ait pas les saisonniers, les personnels nécessaires pour pouvoir accueillir ce public. Est-ce que justement, c'est ça là aujourd'hui où est-ce la que justement difficulté à la risque Grande de se Motte, rencontrer. à la Grande Motte, avec les bars, les restaurants, vous êtes dans une activité touristique, on vous a déjà dit, on est venu vous voir pour vous dire ça va être compliqué cet été parce que je suis pris à la gorge, j'ai des dettes et je ne pourrai pas rouvrir. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous pouvez le quantifier? Alors, soyons honnêtes là aussi, et heureusement que nous avons un pays comme le nôtre, la France, hein, avec des aides qui permettent à ces professionnels de se maintenir. Les professionnels, et notamment des restaurateurs qui avaient déjà des difficultés, c'est clair que pour eux, ce sera compliqué de pouvoir se maintenir. Mais les aides qui sont aujourd'hui versées par l'État tous les mois aux restaurateurs, aux cafetiers, permettent à la plupart d'entre eux de pouvoir rester la tête hors de l'eau, sauf ceux qui ont des charges trop lourdes. Le personnel est pris en charge par le chômage partiel, mais la difficulté va être de recruter. Nous organisons à l'échelle du Pays de l'Or et de Terre de Camargue, de nos communautés de communes d'agglomération, un forum des emplois saisonniers que nous ne pouvons pas organiser cette année en présentiel. Ça va être donc difficile. On ne sait pas quand la saison va démarrer, si elle va redémarrer. Et je le redis, comment, pour ces professionnels qui ont depuis de nombreux mois plus de chefs en cuisine, plus de serveurs en salle, comment vont-ils arriver rapidement? Ils ne peuvent pas aujourd'hui recruter parce qu'ils ne savent pas quand ça va démarrer. Donc ça risque d'être le point faible pour la saison. Les 3 derniers chiffres que je voudrais vous entendre dire. La Grande Motte, en été, combien de personnes? La ville, c'est bien simple, passe de 9 000 habitants en année à 100 000. À 100 000. Plus de 100 000 et combien de professionnels du tourisme? On a plus de 700 professionnels entre les restaurants, les hôteliers, donc tous les emplois indirects. On voit très bien plus de milliers d'emplois de saisonniers sur le. On voit très bien l'impact et la lourdeur de la situation et qui pourrait être compliquée s'il n'y a pas de lisibilité, comme vous l'avez dit. Yannick. Alors, Madame Delaine, je ne vais pas vous demander si vous pensez que le gouvernement fait bien les choses, mais vous, en tant que professionnel du tourisme, est-ce que vous vous sentez suffisamment aidé? Je poserai la même question à M. Robert après. Oui, je pense que quand même, globalement, on est en France, et comme vous disiez, on ne peut pas se plaindre parce que franchement, sans les aides du gouvernement, il y en aurait beaucoup qui auraient mis la clé sous la porte. Donc oui, on se sent aidé, on se sent soutenu. Voilà, parfois il y a un petit peu d'incohérence, c'est un peu vague, et puis j'espère surtout que la stratégie vaccinale va accélérer parce que c'est ça qui va tout changer. Hein. On va en parler, M. Robert. Oui, si on se réfère à l'année dernière, l'année 2020, c'est évident que dès le début de la crise, et il faut le saluer, le gouvernement s'est retourné vers les entreprises et les a aidés tout de suite. Et puis plus spécifiquement sur notre profession, dès le début aussi, nous avons été en relation toutes les semaines avec le secrétaire d'État et qui vraiment a tout mis en œuvre pour qu'on puisse sauver la saison 2020. On espère bien que pour la saison 2021, on pourra agir dans les mêmes conditions. Alors, Monsieur Pinard, la même question pour vous. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Quelles sont les décisions du gouvernement que vous attendez pour commencer à préparer les échéances à venir, en particulier la saison d'été? C'est difficile parce que je crois qu'on attend tous à la fois un top départ et à la fois, en même temps que ce top départ, les règles qui doivent accompagner le top départ. S'il faut un passeport vaccinal, il faut qu'on le sache, parce que vous imaginez un restaurateur qui dit « Ok, moi je peux rouvrir, mais à condition d'avoir un passeport vaccinal ». Ça veut dire qu'il va trier peut-être une personne sur 5 qui pourra rentrer ou pas dans son restaurant. Donc c'est là où c'est compliqué. Moi, j'ai pas de réponse parce que je suis pas médecin et que je suis pas homme politique, mais c'est vrai qu'on peut ne pas comprendre, par exemple, la décision qui a consisté à laisser les stations de ski, enfin les remontées mécaniques fermées.
Alors, qu'on interdise de mettre des gens dans des espaces confinés, ok, mais des télésièges, par exemple, c'est en plein air. Je ne pense pas que 4 personnes ou 3 personnes assises l'un à côté de l'autre sur un télésiège auraient posé problème. Je rajoute d'ailleurs que si on suit quelques avis médicaux, pratiquer des sports, pratiquer la marche, pratiquer des activités de pleine nature, bah, ça contribue à renforcer l'immunité. Donc, moi, je trouve que c'est un truc compliqué. Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui prennent des décisions, ça c'est clair. Ce qu'il faut, c'est simplement nous donner, nous, quelques lisibilités, au moins à moyen terme. Perso, je pense qu'on sera exactement dans la même configuration que l'an dernier, c'est-à-dire que il y aura, à mon avis, un ciel qui va s'éclaircir plutôt à partir de mi-mai, une capacité d'accueil qui va être réelle à partir du mois de juin. Et puis, bah, si la stratégie vaccinale est bonne et si elle est partagée à l'échelle de tous les pays européens, voilà, qu'on puisse compter un petit peu sur quelques clientèles de proximité, mais de clientèle étrangère de proximité, mais ça va être, je le redis, très très faible. Il n'y a pas de raison qu'on ait un meilleur taux de fréquentation des clientèles étrangères cette année que l'an dernier. Donc, en termes stratégiques, moi je pense qu'il faut qu'on se concentre sur ce qui a plutôt bien marché l'an dernier et qu'on se prépare, en tout cas c'est ce qu'on fait nous, par rapport à ça. Stéphane Signol a fait référence aux Français qui avaient l'habitude de partir à l'étranger. C'est 17% des Français. L'Occitanie a beaucoup gagné sur cette clientèle-là pour deux raisons. Un, c'est que ils ont choisi plutôt une région méridionale et une région avec du soleil. On est plutôt bien placé par rapport aux autres régions françaises par rapport à ça. Deux, c'est souvent ceux qui partent à l'étranger qui sont aussi propriétaires de résidences secondaires. Je rappelle qu'en Occitanie, il y a 550 000 résidences secondaires. C'est la région qu'on a le plus en France et qu'une fréquentation accrue de ces résidences secondaires, elle a fortement contribué, alors en particulier en campagne, à faire venir du monde, à maintenir des commerces, à faire bosser les restaurants, ce qui fait que sur les départements du Massif central, par exemple le Lot, l'Aveyron, le Tarn ou le Lot, on est quand même à plus 17% de fréquentation par rapport à une année normale et à plus 25% de clientèle française. Ça veut dire que le pari qui a été fait de jouer sur ces clientèles nationales et de proximité a plutôt bien marché. Alors vous parlez d'une éclaircie à mi-mai. Si ma mémoire est bonne, il y a peu, on parlait d'une éclaircie à mi-avril, fin avril. On a toujours la sensation que ça recule, que les échéances reculent. J'aimerais vous entendre les uns et les autres sur le passeport vaccinal. Monsieur le maire, est-ce que vous y êtes favorable ? Moi, je suis favorable, mais à condition qu'on ait des vaccins. On n'en a pas suffisamment. J'ai la chance d'avoir à la Grande Motte un centre de vaccination qui n'est pas permanent, qui est ponctuel, qui donc fonctionne en fonction de l'arrivée des vaccins. Nous avons eu 3 semaines consécutives où nous avions 48 vaccins. 48 vaccins pour une semaine. Cette semaine, nous en avons 345. La semaine prochaine, 450. Donc il y a une montée en puissance, on le ressent. Mais il est évident que tant que la population ne sera pas vaccinée, un passeport de santé sera inutile, parce qu'effectivement, comme le disait Jean Pinard, ça bloquerait le fonctionnement de toute activité. S'il faut aller manger au restaurant en montrant son passeport et qu'on n'a pas été vacciné et qu'on ne peut pas vacciner, donc tout tient effectivement aujourd'hui au vaccin. Alors ce n'est pas la faute à ce gouvernement. À l'échelle européenne, je pense que la stratégie, il y a eu des loupés, puisqu'on voit qu'en Grande-Bretagne, on a vacciné plusieurs millions de Britanniques, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres pays européens. En Israël, n'en parlons pas. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut que l'on intensifie ce qui a été fait le week-end dernier, le vaccin, de manière à ce que demain, eh bien, si c'est nécessaire, moi je ne suis pas opposé à un passeport, mais je le redis, à condition effectivement de pouvoir vacciner nos concitoyens. Monsieur Robert ? Moi, je n'ai pas d'idée complètement arrêtée sur ce sujet parce qu'on parle d'un monde que nous ne connaissons pas. On n'arrive pas à l'imaginer. Par contre, en revanche, on est très attentif à ce qui va se faire. Il va falloir être très réactif aussi parce que ça peut arriver très vite. Et puis, il va falloir être à l'écoute aussi de notre clientèle, ce qu'elle souhaite. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des études qui ont été faites, notamment dans notre profession, pour savoir en 2021 quels étaient les critères numéro 1 pour choisir sa destination, c'est la sécurité sanitaire. Donc il faut en tenir compte. Donc à aujourd'hui, nous, dans notre profession, on a eu la chance, l'année dernière, on a mis en place un protocole sanitaire qui a été très très efficace. On n'a eu aucun cluster dans aucun camping en France. On va pouvoir reconduire ce protocole sanitaire. Donc à aujourd'hui, ça nous semblait suffisant. Mais s'il faut aller plus loin, si c'est en place, si ça se répand un peu partout, pourquoi pas. Mais à aujourd'hui, j'arrive pas à l'imaginer, honnêtement.
hôtellerie de plein air, ça évoque quelque chose dans cette crise sanitaire, plein air? Absolument. Ça fonctionne? Absolument. Nous avons une chance extraordinaire, c'est que nous avons une densité très faible de population. Nous travaillons sur des superficies très importantes et il y a de l'espace. Et très peu d'espace commun partagé, en fait. Vous allez dans des de l'hôtellerie traditionnelle, c'est vite compliqué parce que parfois il y a un ascenseur, on appuie sur des boutons, il y a des portes à tirer. Tout ça, ça n'existe pas chez nous. Donc c'est ce qui nous a permis principalement de passer au travers l'année dernière et d'avoir des conditions sanitaires importantes. Oui, le plein air, ça rassure parce que, évidemment, il y a par définition, ce ne sont pas des endroits confinés. Peut-on envisager de pénétrer dans l'abbaye de Valmagne ou dans la grotte des Demoiselles avec nécessaire passeport vaccinal? Est-ce que vous y croyez une seconde? Non, et je rebondis sur ce que disait monsieur. En fait, c'est vrai qu'avec un protocole sanitaire strict comme on l'a actuellement mis en place sur les sites, qu'il soit exceptionnel ou pas, si je peux me permettre, peut-être qu'un passeport vaccinal, et en tout cas pour le moment, parce que c'est effectivement trop tôt, comme disait monsieur le maire, pour le mettre en place, puisque tout le monde n'est pas vacciné. Et un protocole sanitaire, ça veut quand même dire qu'effectivement, les clusters, il y a peu de chances pour qu'il y en ait, surtout à Valmagne, ça fait 3000 m², donc avant que tout le monde se regroupe au même endroit, et puis on ne fait pas de visite guidée, du coup. Bon, alors, une fois que tout le monde sera vacciné et que le protocole s'allègera, est-ce qu'un passeport pourrait être intéressant? Oui, peut-être. Yannick, on passe peut-être aux vacances. Les vacances, ils vont arriver très vite. Alors, c'est vrai qu'en filigrane, on pense tous aux vacances. Et depuis 3/4 d'heure que nous sommes là, on parle de ces vacances. Mais très rapidement, il va y avoir celle du printemps, hein, celle du 17 pour la région Occitanie, puisque nous allons être en vacances probablement aux alentours du 16-17 avril jusqu'au début mai. J'imagine qu'il y a quelques tendances aussi qui se sont dessinées. Est-ce que les gens d'Occitanie vont partir de l'Occitanie, vont pouvoir voyager peut-être en France aussi? On sent qu'il y a une petite appétence pour bouger, pas forcément faire 1000 km, mais en tout cas bouger et aller voir, respirer peut-être l'air pur de la Lozère, de l'Aveyron. Qu'en est-il aujourd'hui? Les professionnels s'organisent. Qu'en est-il véritablement de ces vacances de printemps? Alors, ce qui est certain, c'est que les gens ont une envie de bouger, ils ont une envie de sortir, ils ont une envie de nature. Mais ça, Jean Pinard va peut-être nous le dire. Quelles sont les perspectives pour les échéances à venir? Parce qu'on sent effectivement qu'il y a cette volonté de sortir de ce couvre-feu, de prendre des vacances, de souffler, et de penser peut-être à autre chose, Monsieur Pinard. Alors Jean Pinard, effectivement, c'est la bonne question, c'est de savoir, est-ce que vous avez des études qui ressortent pour vous dire d'ici un mois, il va y avoir une vraie appétence pour sortir et puis aller dans tel ou tel coin, peut-être d'Occitanie ou d'ailleurs. Et est-ce que vous avez justement des chiffres ou des études? Des études, on en a, des enquêtes et des études, on en a plein. Après, la tendance de fond, mais qui avait démarré avant la crise et qui est amplifiée par la crise, c'est le triptyque, on va dire, proximité, nature, activité. Proximité parce que il faut quand même imaginer aujourd'hui l'économie touristique de manière plus inclusive. C'est-à-dire que si le tourisme et l'économie touristique ne bénéficient pas aussi bien aux habitants qu'aux visiteurs, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça n'a pas marché à Venise, ça n'a pas marché à Barcelone. On est loin de la saturation et du surtourisme, mais il y a un équilibre à trouver entre le bénéfice du visiteur et des visités. Et je pense que sur l'enquête qu'on vient de réaliser auprès des habitants, c'est quelque chose qui est très important. Le tourisme, il contribue à la qualité de vie. Et plus on développe des équipements, plus on développe des animations, des événements, plus ça bénéficie aux habitants. Et dans une grande région comme l'Occitanie, avec autant de diversité, la fusion, elle n'a pas changé les habitudes de consommation. Quelqu'un qui habite dans le Gers, il va pas passer ses vacances sur la Méditerranée au prétexte qu'il est dans la même région. Il va continuer à aller sur le littoral atlantique parce que c'est plus près. Ceci dit, ce qui a été engagé et initié l'an dernier, en particulier par la région avec le billet de train à 1 euro, avec la carte oxygène, a permis à des habitants peut-être de redécouvrir ou de découvrir tout simplement leur région. Et ça, c'est quelque chose qui va se maintenir. L'aspect nature, c'est lié à la crise sanitaire. On a envie de grands espaces et c'est vrai que les départements du Massif central, les départements de campagne sont plutôt bien placés et on est plutôt bien placé. Et on voit là, d'ailleurs une différence de fréquentation et d'appétence pour je vais en ville ou je vais plutôt à la campagne.
Et puis ensuite, l'activité et la recherche d'activité, c'est que voilà, il faut donner du contenu à ces vacances, il faut organiser le temps libéré par rapport au temps contraint, et tout ce qui va dans le sens du regroupement des professionnels dans des dispositifs tels que les grands sites d'Occitanie ou tels que les sites d'exception qui sont présents aujourd'hui, va permettre d'encourager les habitants à mieux consommer. Moi, je termine juste sur un point qui est extrêmement important et qui renvoie à quelque chose que j'ai appris cette année, alors ça fait 30 ans que je travaille dans le monde du tourisme, c'est qu'il y a une différence à faire entre communiquer et informer. Communiquer, c'est pousser l'information pour tout le monde. Informer, c'est pousser la bonne information à la bonne personne au bon moment. Et quand vous poussez une information pour dire que vous pouvez prendre un train à 1 euro, partir de Toulouse, aller à Souillac, faire la descente de la Dordogne avec la carte oxygène, donc ne rien payer, et revenir le soir avec un billet de train à 1 euro, là vous mettez du monde dans le train, et là vous mettez du monde dans des activités de pleine nature, des activités culturelles. Donc ça, c'est à mon avis extrêmement important, et ça change profondément les métiers qui sont les nôtres dans nos organismes institutionnels. Alors on sait qu'il va y avoir une grande envie de prendre des vacances très rapidement pour Pâques, pour cet été. Comment faire en sorte que les grands vainqueurs ne soient pas les Airbnb à Britel? Comment faire en sorte que cette économie qui va fonctionner, qui va se relancer, profite aux professionnels du tourisme? Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas vrais, mais que ça profite aux professionnels qui ont fait cet effort, qui ont eu une année très très compliquée, monsieur le maire. Malheureusement, ce qu'on appelle les OTA, R&B, etc., sont devenus des acteurs importants. Et on voit bien, l'été dernier, ils ont permis effectivement, là aussi, avec des locations et tout au long de l'année, de sauver certains professionnels. Mais malgré tout, je pense qu'il faut réinventer le tourisme. Jean Pinard le disait, d'autres, on parle de l'hôtellerie de plein air, de grands espaces comme à l'abbaye de Valmagne. Les Français et les visiteurs, les vacanciers, je pense, avec ces conditions sanitaires, ont envie de grands espaces. J'ai la chance à la Grande Motte d'être à la fois d'avoir la mer, la campagne. Quand vous êtes dans le quartier du Ponant, avec l'étang du Ponant, vous êtes à la campagne. 70% d'espaces verts, c'est ce qu'il faut aujourd'hui intégrer, faire revenir des nouveaux vacanciers qui vont trouver des grands espaces, qui vont pouvoir profiter de loisirs et s'appuyer sur la qualité. Les professionnels aujourd'hui qui communiquent essaient effectivement de ne pas être dépendants de ces plateformes de réservation. Et c'est la qualité qui doit primer sur la quantité, même si on a besoin de recevoir beaucoup de touristes. Mais il faut privilégier la qualité. Et ce qu'on constate par rapport à l'an dernier, c'est que dans les professionnels qui me rapportent, c'est que les réservations, on ne demande pas aujourd'hui si les conditions sanitaires seront respectées, parce que je pense que les gens l'ont intégré. Les professionnels l'ont intégré. Vous rentrez n'importe où, vous avez du gel hydroalcoolique, le masque est obligatoire, on nettoie régulièrement. Donc ça a été intégré par les professionnels et c'est une preuve supplémentaire de sécurité sanitaire. Monsieur le maire, on parlait de Airbnb à travers la question de Yannick Pauvillon. Airbnb, c'est une manne aussi pour la taxe de séjour. Combien à la Grande Motte? C'est une manne, en effet. L'an dernier, c'est plus de 200 000 €. Alors que ce n'était pas le cas il y a encore 3 ans. Et ça, c'est une bonne chose que l'on ait imposé à ces plateformes de reverser la taxe de séjour qu'on ne percevait pas. C'est donc une manne essentielle aussi pour les collectivités que de percevoir de la part des plateformes qui nous reversent maintenant obligatoirement cette manne. Donc quand vous avez plus de 200 000 € qui effectivement, qu'on n'en avait pas auparavant, c'est appréciable aussi. Airbnb, ça va, c'est le terme vous fait pas sursauter? Non, vous savez, vous avez raison, on a de gros problèmes avec les OTA. On vise pas spécialement Airbnb, c'est plutôt les OTA qui sont sur notre cœur de métier au travers du marketing Internet qui nous fait très mal. Et puisque vous citiez des noms, c'est plutôt du Booking ou des choses comme ça. Là, nous sommes très vigilants par rapport à ça. Alors, en quoi cette crise change vos pratiques quotidiennes ? Alors, premièrement, j'ai envie de dire, et pour rebondir un peu à ce qui s'est dit tout à l'heure, c'est que le comportement de la clientèle a énormément changé. Et on parlait tout à l'heure des vacances de Pâques. Ce qu'on a bien compris, on le sait, on l'accepte et on fait avec maintenant, c'est que ce sera de la dernière minute.
À aujourd'hui, les vacances de Pâques des Français, on a commencé à avoir des réservations, mais elles ne sont pas énormes. Et on sait, mais que ça peut venir, c'est là où toute la difficulté est, c'est qu'il faut se préparer quand même à être très réactif, parce que ce sera de la dernière minute. Ça, c'est la première des choses sur lesquelles il faut comprendre et il faut réagir. Est-ce que, justement, pardon Yannick, est-ce que justement, vous avez noté qu'à chaque prise de parole du gouvernement ou chaque décision, immédiatement, il se passe quelque chose dans vos offices du tourisme ou sur les standards téléphoniques? Alors oui, mais encore plus l'année dernière. On sent quand même que le comportement vis-à-vis de nos clients vis-à-vis de la crise sanitaire a évolué d'une année sur l'autre. Il y a une sorte d'habitude qui s'est mise en place. Rien que pour vous donner une idée, l'année dernière, lorsqu'on était en plein confinement, en pleine crise, au cœur de la crise sanitaire, c'était tous les jours moins 90% de réservations dans nos établissements. Moins 90%. Cette année, c'est pas bon, mais c'est moins 50%. Aujourd'hui, de date à date, on est à moins 50% de réservations. Donc, quand même, les gens acceptent un peu mieux et les réactions qu'on peut avoir vis-à-vis du gouvernement. Alors, c'est vrai que là, on n'a pas eu ces derniers temps de grosses annonces type confinement généralisé ou quoi que ce soit. Donc, on n'était pas confronté à la même chose qu'année dernière. Mais quand même, les gens le comprennent mieux et l'acceptent mieux. Madame Dallène aussi, vous avez constaté cette idée que dès lors qu'il y a une décision, peut-être de libération, de dire que bon, il n'y a plus de 18 heures, à partir du moment où il y aura peut-être plus de 18 heures, ça libère plein d'envies, plein de besoins. Vous l'avez constaté? Ça libère l'esprit. Ah, c'est bien ça. Ça libère l'esprit. Est-ce que je peux juste rebondir sur ce que disait Monsieur Pinard aussi au niveau de la nouvelle envie touristique des Français notamment et le tourisme de proximité. Il y a un mot aussi qui est très intéressant aujourd'hui, dont on parle beaucoup, c'est l'authenticité. Donc on a l'espace vert, on a la nature, mais quelque chose d'authentique. Le confinement a fait que les gens, je crois, recherchent de plus en plus ça. Ils sont tous sortis de chez eux pour aller faire leur potager s'ils avaient le droit, ou alors dans le jardin, ils ont fait leurs propres légumes, leurs pommes de terre, etc. Et je crois qu'en fait, ça a lancé quelque chose, ça a lancé une tendance qui est très intéressante. Et c'est vrai que sur les sites d'exception et Valmagne, qui est le patrimoine français, l'authenticité, elle est obligatoirement là, elle est obligatoirement présente. Et on voit un vrai engouement des Français pour ça. Alors, gardez la parole. L'autre phénomène, c'est qu'il a fallu souvent passer à la numérisation de ces activités. Comment vous étiez à l'abbaye Valmagne et qu'est-ce que vous avez dû enclencher pour justement capter toute cette clientèle qui se trouve sur le web, qui est là, qui n'attend qu'une chose, c'est d'avoir de l'information. Est-ce que vous avez dû faire un effort de visibilité sur Internet? Alors, c'est intéressant parce qu'on n'a pas mis plus de budget sur les réseaux sociaux que les années d'avant, notamment cet été. Parce qu'en fait, je vais vous dire franchement, on n'a pas eu besoin. On n'a pas eu besoin d'aller chercher les gens parce qu'ils étaient là. Que c'est une clientèle qui était proche et qui voulait venir visiter. Après, le numérique, et notamment les réseaux sociaux, pour Valmagne et d'autres sites, c'est capital. Ça, c'est sûr. C'est le moyen aujourd'hui pour communiquer avec une clientèle qui est proche. Donc nous, on va communiquer Montpellier, les alentours et l'Occitanie en général. Voilà. Et ça, les réseaux sociaux, pour nous, c'est extrêmement important. C'est par là qu'on communique. Monsieur Robert, vous, pareil, vous avez dû faire un effort. Enfin, vous disiez que vous étiez déjà plein pour le mois de mai, donc avec la clientèle allemande. Oui, mais plus généralement, effectivement, vous avez raison. La bataille, elle se passe bien sûr là-dessus, sur le marketing, sur le net. Et nous, dans notre fédération, la Confédération Occitanie, nous sommes allés en aide et grâce notamment au CRTL, qui est notre partenaire et que je remercie, qui nous aide régulièrement sur des actions très ponctuelles, nous sommes allés plutôt cibler des petits établissements qui avaient des difficultés, qui n'avaient pas l'habitude ou pas les moyens de communiquer de cette façon-là sur les réseaux sociaux notamment. Et nous sommes allés les aider et nous continuons parce qu'effectivement, si on ne fait rien, ça va être très très compliqué pour eux. Est-ce que justement, on parle de communication, c'était très intéressant ce que disait M. Pinard entre informer et communiquer, et il y a une petite différence, et c'est vrai qu'on apprend chaque année que l'on avance dans ces crises et dans ces problématiques économiques. Mais est-ce que véritablement, par exemple à la Grande Motte, vous vous êtes dit, fort de tout ce qui nous est arrivé, là il faut qu'on mette l'accent sur une communication plus nerveuse, une communication plus ciblée. On parlait des réseaux sociaux, on sait que c'est important, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il y a véritablement une politique très forte en matière de communication et est-ce qu'elle est ciblée
particulièrement, comme le disait Jean Pinard, ou est-ce que vous avez une communication plutôt globale? Parce que la grande mode, finalement, est assez connue. Ça a un nom, ça sonne. Quand on parle de la grande mode en France, c'est vrai qu'il y a une notoriété. Comment vous jouez avec ça? Il est toujours nécessaire de communiquer. Et bon, malheureusement, même si c'est beaucoup moins aujourd'hui, on sait que la grande mode est connue, mais qu'elle a souvent eu une image particulièrement négative. La ville bétonnée, alors que lorsqu'on découvre la grande motte, on voit bien que c'est une architecture certes de béton, mais exceptionnelle, qui est unique. On ne peut ne pas aimer ou apprécier, mais en tout cas qui fait référence. C'est une ville verte, je le disais, 70% d'espace vert. Et notre communication aujourd'hui est justement orientée sur ces aspects-là. Une architecture remarquable, patrimoine du XXe siècle, des espaces verts en quantité, et le nautisme, la mer, qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes centre de préparation aux Jeux Olympiques. Nous communiquons là-dessus, nous accueillons de nombreux champions. Donc je crois que c'est ce que recherchent aujourd'hui nos concitoyens, de grands espaces, je le disais, et la communication que nous mettons en place, certes nous tout seuls, mais aussi, je le disais tout à l'heure, avec le CRTL et les offices de tourisme de l'ancien Languedoc-Roussillon, notamment pour vendre ce littoral de la côte Occitanie, eh bien, nous permet d'être plus forts, parce qu'il faut, je crois, jouer aujourd'hui collectif, pas simplement individuel, pour montrer tous les attraits de notre région. Quand on vient aujourd'hui, on ne reste pas uniquement basé à la Grande Motte, à Palavas ou au Cap d'Agde. On a envie aussi de découvrir, et on a un patrimoine tellement exceptionnel dans cette région qu'il faut le valoriser. Et nous valorisons aussi ce patrimoine exceptionnel à la Grande Motte. Quand on parle de communication, on parle effectivement de grands réseaux, de grands groupes. Et tout à l'heure, on parlait de métro. Ça me fait penser à une image. Dernièrement, j'y étais. Et j'ai vu dans les 4x3 du métro plusieurs communications qui venaient en Corse, venaient en Bretagne avec des images. Je n'ai pas vu venaient Occitanie. Est-ce que... alors Jean Pinard, Il n'y a pas besoin. alors peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Et peut-être que je les ai manqués aussi. Mais c'est vrai que c'est souvent ces régions qui reviennent. La Bretagne, la Corse, beaucoup, avec un littoral qui est tout à fait attrayant. Nous aussi, on a des atouts, vous le disiez. Alors, est-ce que ça fait partie d'une communication qui est trop globale, trop générale, qui ne vous plaît pas, qui n'est pas assez ciblée, Jean Pinard? Alors moi j'assume totalement ce que je vais vous dire, et je reviens à ce que disait Henry Ford quand il vendait des voitures et qu'il faisait de la publicité pour vendre ses voitures. Il disait, quand je mets $100 pour faire de la pub sur mes voitures, il y en a 80 qui servent à rien, mais je sais pas lesquelles. Et ben on en est encore là aujourd'hui, sauf qu'il y a quelque chose qui a changé, et vous y avez fait référence tout à l'heure aux réseaux sociaux. Alors, c'est difficile de dire ça aujourd'hui dans le Lab Tourisme organisé par un groupe de presse, mais aujourd'hui, ce qui marche et ce qui nous différencie de ce qui existait avant, c'est que les supports médias pour communiquer sont de plus en plus diversifiés. Et les réseaux sociaux sont des médias. Internet, c'est un média. Un site Internet, c'est un média. Et ce qui change fondamentalement par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est que il n'y a plus de monopole dans la communication. C'est-à-dire que le temps où l'Office du tourisme et le guide Michelin ou le guide vert était finalement le seul média qui permettait de donner de l'information pour savoir où est-ce qu'il fallait passer ses vacances, et bien aujourd'hui ça a changé, parce que moi, si je pars et que je trouve que l'endroit où je suis allé est super chouette, je vais le faire savoir, je vais le commenter, et c'est l'ensemble de ces commentaires qui fait que ce qu'on appelle l'influence, la communication ou le marketing d'influence va influencer des gens. Moi, j'assume totalement le fait de ne pas dépenser de l'argent pour payer de la communication, mais plutôt en dépenser pour gagner des commentaires et gagner de l'influence, parce que l'Occitanie, c'est environ 10% de part de marché au niveau national. Donc moi, je préfère communiquer auprès des gens qui ont une appétence pour notre destination, parce qu'ils ont une résidence secondaire, parce qu'ils ont des parents et des amis, parce qu'ils viennent souvent, ou parce que leurs habitudes de vacances correspondent à l'idée de venir dans un camping à Argelès ou dans un gîte dans les Pyrénées. Donc voilà, c'est un choix complètement assumé qui peut sembler surprenant. On est souvent interpellé parce que quand on va à Paris et que si on arrive dans la gare parisienne et si on est dans le métro parisien, mais on a vu toutes les régions, exactement le même commentaire que vous avez fait. Moi, j'assume le fait que cette communication est dépassée. Et que aujourd'hui, la vraie stratégie, c'est celle de l'influence et c'est celle de la personnalisation. Même Coca y arrive en mettant votre prénom sur une bouteille, donc il n'y a pas de raison que l'Occitanie n'y arrive pas. Oui, mais en même temps, Jean Pinard, j'ai envie de vous objecter. Je comprends la situation et votre argumentaire, mais c'est aussi peut-être se couper de nouvelles
personnes susceptibles d'eux, parce que là, vous travaillez finalement votre capital tourisme. Mais comment aller chercher les nouveaux, ceux qui connaissent absolument pas? Alors, c'est peut-être les réseaux sociaux, mais c'est peut-être un peu court. Si vous prenez les clients de Monsieur Robert, s'ils sont très satisfaits et qu'en sortant de leurs vacances, ils communiquent sur le fait que le camping dans lequel ils sont allés et la région dans laquelle ils sont allés est une région exceptionnelle, ils feront venir de nouveaux clients. C'est aussi comme ça que ça marche aujourd'hui. Donc, on dit en communication, il y a la communication qu'on paye et celle qu'on gagne. Celle qu'on gagne, c'est celle, entre guillemets, qui est gratuite. Et je vous renvoie, puisque vous êtes un groupe de presse, à tout le travail qu'on peut faire avec les journalistes. Voilà, quand on accueille des journalistes, en particulier des journalistes étrangers à qui on fait visiter la région, on évalue la contre-valeur publicitaire. La contre-valeur publicitaire, c'est l'espace dans leur journal qui va parler de l'Occitanie. Donc, s'ils nous donnent 2 pages, on évalue combien coûterait 2 pages. Voilà, moi, je crois beaucoup plus à cette stratégie. Je crois aussi à la stratégie de ce qu'on appelle le co-branding. C'est ce qui va nous permettre d'associer les valeurs de la marque Occitanie à des valeurs de marques comme des distributeurs de vêtements de sport ou de matériel de sport, pour ne pas citer la marque en question. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on avance. Et moi, je parie beaucoup plus sur cette forme de communication qui nous coûte moins cher, qui est plus personnalisée et donc plus efficace à la fin. Monsieur Pinard, gardez la parole. On arrive au terme de ce Lab Tourisme. Une dernière question pour nos 4 intervenants. Quels sont vos espoirs pour la saison d'été? Alors, à titre professionnel, moi, l'espoir, c'est que les acteurs du tourisme institutionnel fassent preuve d'encore plus de solidarité. C'est important, on est dans une compétence partagée, mais la compétence partagée, c'est pas faire tout et n'importe quoi et chacun de son côté. Donc, je suis plutôt content, moi, et satisfait de voir qu'il y a une appétence et une volonté, alors des élus principalement, parce que c'est eux qui pilotent nos organismes, hein, à vouloir engager des choses collectives, et c'est parce qu'on agit collectivement qu'on est plus fort. Maintenant, par rapport à la saison, voilà, moi ce que j'espère, c'est que dès lors qu'on aura le go, nos actions seront les plus efficaces possibles, que la saison d'été nous permette de rattraper une petite partie de ce qu'on n'a pas pu faire au printemps, et qu'à l'issue de la saison d'été, voilà, y ait vraiment un temps d'échange entre les acteurs institutionnels, les territoires, les groupements professionnels, les syndicats professionnels, pour dire voilà, aujourd'hui il y a quelque chose qui va changer de toute façon, il y a quelque chose qui a changé, comment on anticipe le changement, comment on redéfinit les valeurs du voyage, parce qu'après tout, le tourisme, c'est avant tout du lien social. Moi, j'aime bien la définition du voyage qui dit c'est aller de soi à soi en passant par les autres. Voilà, comment on se met tous autour de la table pour pas réinventer un nouveau tourisme, parce que le mot est complètement éculé, mais pour s'adapter à une crise qui, de toute façon, va laisser des traces. Et il n'y a pas de retour à la normale, il n'y a plus de normalité dans le tourisme. Donc voilà, j'espère qu'à la fin de l'été, eu égard à une bonne saison, on sera tous ensemble autour de la table, peut-être autour de vous d'ailleurs, pour refaire le débat. Merci Jean Pinard. Philippe Robert, vous êtes président régional de la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Même question, quels sont vos espoirs pour cet été? Alors pour la saison 2021, en termes de chiffres, à aujourd'hui, sur le territoire Occitanie, on est à moins 50% de réservations. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'abord parce qu'on a un historique. L'année dernière, le mois de janvier et février avait été excellent en termes de réservations. S'il n'y avait pas eu le Covid, on serait parti sur une saison exceptionnelle. Et puis, comme je vous l'ai dit, on résiste mieux maintenant en période Covid, puisqu'on est à moins 50 de réservation comparé à du moins 90. Donc, je reste très optimiste quand même, parce que je trouve qu'on a tous les éléments, notamment parce que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une région quand même qui est exceptionnelle, on ne va pas revenir dessus. Et puis, nous, spécifiquement en hôtellerie de plein air, on a tout pour réussir, puisqu'on a de l'espace, on a un protocole sanitaire qui est bien adapté à ça. Reste à voir que la seule crainte qu'on puisse avoir, c'est si on nous obligeait à ouvrir dans ce qu'on appelle un mode dégradé, peut-être sans piscine ou quoi que ce soit, là, ça deviendrait très compliqué. Donc, il faut absolument que le gouvernement, mais je pense que c'est bien engagé pour, nous laisse travailler dans de bonnes conditions et que, bien sûr, la crise sanitaire ne vienne pas tout perturber, mais je reste confiant. Merci Monsieur Robert. Éléonore Dallène, vous êtes responsable de l'abbaye de Valmagne, on l'a dit, et vous êtes présidente surtout des sites d'exception du Languedoc. La même question, quels sont vos espoirs pour ces 6 prochains mois? Alors, comme Monsieur Pinard, je pense qu'effectivement la solidarité a joué un grand rôle
jusqu'ici. Et elle joue encore un rôle très important dans les années, parce que je pense que c'est années dont il faut parler à venir. Et donc nous, par exemple, c'est vrai qu'en tant que site d'exception, on s'est tous réunis, on s'est entraidés, on s'est soutenus. Et on a eu le soutien et l'aide aussi des agglomérations, du CRT, du département de l'Hérault, etc. Donc ça a été très important. Premier espoir que ça continue. Et deuxième, que les Français se mobilisent. Ils l'ont fait l'année dernière. Et s'ils le refont, ils se remobilisent, ils viennent nous voir, ils viennent découvrir le patrimoine. On y arrivera. Stéphane Rossignol, même question. Vous êtes maire de la Grande Motte, président de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Quels sont vos espoirs? Et vous avez le mot de la fin. Bien, écoutez, confiant et optimiste également, parce que je pense que nos concitoyens auront vraiment une envie de vacances. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pu réellement partir en vacances qu'ils ont une terrible envie de vacances. Mais par contre, il va falloir être très vigilant. On se rappelle l'été dernier, il y avait eu un tel relâchement qu'on en a payé le prix à l'arrière-saison. Alors que d'habitude, le mois de septembre, le mois d'octobre sont des mois pour nous qui sont très bons. Eh bien, nous avons été reconfinés. Les restaurants ont dû fermer parce que, justement, il y avait eu des gestes qui n'étaient pas respectés et qu'on avait voulu tellement profiter de l'été, et on pouvait le comprendre. Mais c'est là où les pouvoirs publics, les maires, les élus que nous sommes, allons devoir être plus que vigilants, faire comprendre, entendre aux vacanciers que, oui, ils pourront prendre des vacances, mais faire la fête de manière modérée, de manière à ne pas à nouveau repartir à la rentrée de septembre dans ce que nous ne voudrions surtout pas voir, c'est-à-dire un reconfinement général comme notre pays a pu connaître. Donc optimiste et confiant, mais prudence à tout prix. Merci à vous tous, merci chers invités, merci Yannick, ça a été parfait pour ce 3e Lab Tourisme. On s'est régalé de savoir comment cette saison allait pouvoir redémarrer. Nous avons eu des chiffres. Merci effectivement aussi à Jean Pinard qui était en distanciel. Ça a très bien fonctionné en distanciel et en télétravail. On se retrouve très rapidement pour un 4e Lab Tourisme où on relèvera certainement les compteurs, peut-être après Pâques. En tout cas, passez de belles vacances prochaines et venez en Occitanie. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Merci.